de regrouper nos 4 fichiers séparés pour les mettre dans un fichier total. Donc, je vous disais qu'au début de ce TP, que les données, lorsqu'on va exécuter le programme diurne, pour chaque journée, on va récupérer un fichier de date. Et ce fichier de date, en fait, il correspond à ce qu'on a fait dans la journée du 18. L'autre fichier, il correspond à la partie qui a été couverte la journée du 19. Alors, pourquoi il y a 4 fichiers? Parce que tout simplement, on n'a pas été capable de tout faire la journée du 18. Il fallait revenir la journée du 19 pour compléter, pour revenir la journée du 20 pour compléter, etc. On avançait petit à petit au niveau de notre zone d'étude, jusqu'à ce qu'on a couvert l'ensemble de notre grille. Donc, si on veut utiliser toutes ces données-là pour faire une seule carte, il faut les mettre ensemble dans le même fichier. Et cette opération-là, on va pouvoir la faire de façon très rapide en exécutant le fichier ou bien la commande qui est ici. Ça s'appelle merge.bat. En bas, regardez en bas ici, il y a un fichier qui s'appelle merge.bat. Donc, si vous cliquez avec le bouton droit et vous faites Edit, pas ouvrir, juste Edit, on veut éditer ce fichier .bat, vous faites Edit. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Nous avons une commande qui est écrite dans ce fichier-là. Cette commande, c'est quoi? C'est copie le fichier des 18.date plus le fichier du 19.date plus le fichier du 20.date plus le fichier du 21.date espace total.date. Là, vous allez comprendre que cette commande va permettre de copier ces fichiers-là dans un fichier total. C'est-à-dire, on va tout mettre, ces 4 fichiers, dans un seul fichier global qui va les inclure tous. Donc, lorsqu'on va exécuter cette commande, on va créer le fichier total qui va englober les 4 fichiers. Alors, cette commande, ça s'exécute très rapidement. Vous cliquez dessus 2 fois et vous allez voir que le fichier total va s'ajouter en bas. Donc, je clique 2 fois. Vous voyez donc le fichier total, il vient de s'ajouter ici en bas à la fin des fichiers ici. Alors, ce fichier total, c'est un fichier qui englobe... S'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter cette étape? J'ai dit, dans le fichier, il y a un fichier en bas, dans le dossier diurne, il y a un fichier qui s'appelle merge, merge.bat. Tu le trouves? Il est un peu en bas, il est vers le bas, en bas de la liste. Oui? Tu l'as trouvé? Comment il s'appelle, monsieur? merge, mer.bat. Oui, je l'ai trouvé, monsieur. Voilà. Si tu cliques dessus 2 fois, clique 2 fois, comme un programme, il s'exécute, c'est un exécutable. Si tu cliques 2 fois, tu vas voir qu'à la fin de fichier, il va s'ajouter un fichier qui s'appelle total. À la fin des fichiers. Monsieur, j'ai cliqué 2 fois, mais... Non, clique 2 fois, ça va s'exécuter. Vas-y, clique 2 fois. Clique 2 fois. J'ai cliqué 2 fois, plusieurs fois. Ah oui? Il ne veut pas s'exécuter? Non, monsieur. Clique avec le bouton droit et faire... Et tu descends, tu trouves le dossier total. Voilà, simplement tu descends. Peut-être que c'est déjà exécuté. En bas, tu vas trouver total. Tu vas en bas de la liste. Oui, monsieur, je vais. Tu as le fichier total, point date.
Total. Ah oui, monsieur, j'ai fichier date. Total. Total point date. J'ai fichier date. Non, non, pas fichier date. Total. Un fichier total, c'est le fichier global. Le fichier total point date. Total. Non, monsieur. Alors, clique avec le bouton droit sur merge.bat et fais edit. Va dans edit et vérifie qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Edit. Ok, monsieur. Donc, edit, tu vas trouver cette commande. Copie, ça, et espace total. Oui? Pas encore, monsieur. Monsieur, Oui? monsieur, pour moi, j'ai pas fichier merge.date, j'ai seulement merge. C'est pas grave. Parce que parfois l'extension, elle est juste masquée. Alors, mademoiselle, si tu n'arrives pas à l'exécuter sous Windows, tu peux le faire dans VDOS. Tu reviens dans VDOS, tu vas pouvoir le faire. Non, non, ça marche pas. Non, ça marche pas dans VDOS, malheureusement. Mais normalement, sous Windows, ça marche. Moi, j'ai cliqué 2 fois sur Windows, puis j'ai réussi à l'exécuter. Essaye une autre fois. Clique 2 fois. Ou bien sélectionne et fais entrer avec le clavier. Tu peux valider avec le clavier. Peut-être que la souris ne fonctionne pas très bien. Juste tu sélectionnes, tu cliques dessus une fois et tu valides avec le clavier. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que ça donne? C'est une commande qu'on va exécuter rapidement, ça va nous donner le fichier total. Normalement, c'est en 2 Monsieur, clics. j'ai abandonné. Comment? Comment? J'ai abandonné, monsieur. Comment ça, abandonner? Je vais refaire dès le début. Je vais entrer à Durin. Non, 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 tu n'as pas besoin de faire Diorn, etc. Non, ça n'a rien à voir avec Diorn. Le fichier merge, c'est un fichier qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait au début, avec les corrections Diorn et tout. Ça, c'est à part. Ça, c'est simplement, il va additionner les fichiers. Regarde, il y a une autre chose qui pose problème. Vérifie que tu as tous les fichiers point date, les 4 fichiers point date, par exemple. Est-ce que tu as 18.05.01 point date, 19.05.01 point date, etc. Parce que s'il n'existe pas, tu ne peux pas créer total. Tu dois avoir les 4 fichiers comme moi ici. Quand tu es dans le fichier Dion, tu dois trouver ces 4 fichiers dans ton dossier, comme ça, écrit comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans le nom. Vérifie que dans ton dossier, tu as ces 4 fichiers écrits comme ça. Pas d'erreur. Parce que lui, il lit ces fichiers-là comme ça. Si tu t'es trompé de nom de fichier, il va pas pouvoir faire les additionner. Monsieur, j'ai trompé dans le fichier 19. J'ai 19 bas. J'ai pas date. BAT, donc il faut changer à date. Il faut écrire date. Il faut simplement changer le nom. Ok, monsieur.
Alors, tu changes le nom et tu cliques 2 fois sur merge.bat. Ça doit marcher. S'il C'est vous plaît, bon? monsieur, comment je peux changer le nom? Simplement, tu cliques avec le bouton droit, comme ça. Tu fais bouton droit, renommer. Renommer, elle est juste Ah en oui, oui, bas. monsieur, je l'ai trouvé, monsieur. Donc, tu fais renommer, ou bien tu cliques dessus, tu l'actives, tu peux changer le nom. Oui, je l'ai renommé, monsieur. Vas-y, tu cliques 2 fois sur merge.bat. Et regarde en bas, le fichier total va s'ajouter en bas. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur. J'ai C'est cliqué bon. sur merge 2 fois. Oui, Euh, il a créé total? je vais En voir, bas, monsieur. Oui, en oui, bas, à la monsieur, fin. j'ai total date, oui. Voilà. Donc Merci, monsieur. maintenant, on vient de faire le calcul. Tout le monde a ce fichier total.date. D'accord? Ça, c'est le fichier qu'on va utiliser dans Surfer pour tracer nos cartes. Donc maintenant, je vais vous demander d'installer Surfer. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez dans Géophysique, TP, Surfer 11, et vous installez Surfer 11.exe. Vous exécutez ça, Surfer 11.exe. À moins que tout le monde l'ait déjà fait. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait? Est-ce que tout le monde l'a fait? Je considère que tout le monde l'a fait s'il n'y a pas de réponse à la première question. Monsieur, Oui. monsieur, pour la première étape. Monsieur, j'ai seulement merge et ça un euro. Monsieur, ma بغاش تخدم لي بحال merge.dat. Comment ça? Comment ça? Merge.bat, c'est pas .date. Ça merge.bat. Tu Monsieur, cliques 2 j'ai fois. pas le mais j'ai pas le merge.bat. J'ai Qu'est-ce que tu seulement veux? le merge quand je clique sur Remarque, merge. mademoiselle, remarque. Si tu as merge, tu cliques 2 fois dessus, ça va marcher. Ça va te créer total, pas total.date, juste total. Parce que pour toi, les Et ça extensions sont. marche pas. Qu'est-ce que ça fait? Attends. Monsieur, Windows protected your PC. Il ne veut pas. Ah, d'accord. Ils ont dit qu'il y a un risque sur le Microsoft. Mais tu n'as pas le choix de faire autoriser ou quelque chose comme ça? Non, non. J'ai seulement Dantran. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Mademoiselle, je vais t'envoyer le fichier. Je ne sais pas si on peut le faire par Teams. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer des fichiers par Teams? Vous ne savez pas? Je ne sais pas s'il y a moyen de partager des choses ici directement. Oui, monsieur, il y a le canal des fichiers. Ou ça, à quel niveau? Attention. Paramètres. On va masquer déjà ça. Paramètres, détails, galerie.
Monsieur, dans chaque canal, Oui. il y a le paramètre fichier où il dépose les profs les fichiers de cours ou bien. C'est-à-dire dans la fenêtre, la grande fenêtre de départ, c'est ça? Ici, donc je dois être dans l'équipe. Et attendez. Monsieur, pardon? Oui, je voulais partager. Oui, oui, Dans la oui, discussion que oui. vous avez affichée tout à l'heure, vous allez faire. Il y a en bas, il y a Oui, des oui, icônes et tout ça. oui. Il y a une. Oui. Il y Dans la a. discussion. Dans la discussion. J'affiche la discussion. Ça, c'est la discussion. Oui. Voilà, je viens de la réafficher. Il y a des icônes, oui. Oui, en bas. Il y a les points. Il y a joindre des fichiers. Ah, c'est vrai, oui, tout à fait. Voilà, je vais le joindre, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. À partir de mon ordinateur, oui. Et là, je vais aller chercher le fichier total.date. Comme ça, tu vas l'avoir directement, mademoiselle. Total, voilà, open. Envoyer. Normalement, voilà, ça part. Je ne sais pas comment vous allez le récupérer après. Moi, je l'ai déjà envoyé, je crois. Vas-y, regarde si tu peux la voir, mademoiselle, qui n'a pas réussi à exécuter merge.bat. Voilà, tu peux faire télécharger en cliquant sur les 3 points. Mademoiselle, tu es sur la discussion? Oui, oui, monsieur. J'essaie de la... Tu cliques sur les 3 points et tu as téléchargé. Ok. Alors ça, c'est une bonne chose de pouvoir partager des choses rapidement. Ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, on revient ici. Donc, tout le monde, maintenant, a le fichier total.date. Ça, c'est le fichier qui va nous servir pour tracer les cartes avec Merci, monsieur. D'accord, de rien. Alors, j'ai dit, l'étape suivante, c'est d'installer Surfer 11. Donc, est-ce que tout le monde l'a fait, Surfer 11? Non, est-ce que quelqu'un ne l'a pas encore fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore fait? C'est bon, je considère que tout le monde l'a fait. Donc, on va lancer... attendez, avant de lancer Surfer, je voudrais simplement qu'on aille faire copier un fichier qui est là où Surfer est installé. Je vais aller dans C, programme, et je vais aller chercher le dossier qui s'appelle Golden Software, Surfer 11, Samples. Là, on va chercher un fichier qui s'appelle DemoGrid. Voilà, je prends ce fichier-là, DemoGrid, et je le copie dans Diurne, là, dans mon dossier Diurne. Votre dossier Diurne, vous le laissez ouvert à droite tout le temps. Je vais le copier ici, copie. Vous avez compris? Donc, c'est Programme File, Golden Software, Surfer 11, Samples. Vous prenez DemoGrid, vous faites copier et vous le collez à côté dans votre dossier de travail qui s'appelle Diurne, dans VDOS. Parce que je veux qu'on fasse une petite démonstration sur ce fichier-là avant de travailler sur le nôtre. Oui? Tu peux Alors, le chemin complet que vous allez chercher, il est indiqué ici. Là. Je suis sur le disque C. Après, je cherche Programme File. Après, je cherche le dossier Golden Software. Oui. Tu peux répéter cette étape, monsieur. Je suis en train de répéter. Je recommence dès le début. J'ai dit que si vous avez déjà installé Surfer, c'est ça? Oui, monsieur.
D'accord. Donc, j'ai dit, vous allez dans C. D'accord. Disque C. Vous cherchez programme, le dossier programme file. Vous cherchez un dossier qui s'appelle Golden Software. Donc, dans Programme File, il y a un dossier qui s'appelle Golden Software. C'est dans ce dossier-là que s'installe Surfer. C'est vrai, il y a du retard pour... ça n'affiche pas immédiatement. Ça prend du temps à afficher, c'est pour ça. Donc, le dossier dans Programme File qu'il faut chercher, c'est Golden Software. Alors, ça dépend. C'est soit Programme File, soit Programme 86. Programme File 86, ça dépend. Vous cherchez soit dans Programme File, peut-être pour certains, ça va être Programme File 86. Ça dépend. Mais pour moi, c'est dans le Programme File, j'ai Golden Software. D'accord? Alors, après, je cherche Surfer 11 dans Golden Software. Et dans Surfer 11, je cherche samples. Donc, des exemples, samples. Alors, c'est C, Programme File, Golden Software, Surfer 11, samples. Alors, quand j'ouvre samples, je prends ce fichier-là qui s'appelle DemoGrid. C'est un fichier de démonstration. Monsieur, j'ai 3 lequel? Il y a un seul DemoGrid. Non, non, le point date. Le premier point date. Aucun n'a ce point de date. Tu prends les trois. Ça Les trois. va rien. Tu prends les trois, ça ne va rien changer. D'accord. Alors, il faut les copier. Tu fais copier et tu les mets dans le dossier dans lequel on a travaillé toute l'après-midi. C'est-à-dire le dossier Diurne qui est dans VDOS. On fait copier et on fait colle et on colle dans le dossier VDOS. Et après, on peut réduire cette fenêtre. Alors maintenant, après avoir copié ce fichier-là dans notre dossier de travail, on va lancer Surfer. D'accord? Donc Surfer, c'est une icône Surfer 11 qui est dans votre bureau. Vous l'exécutez. Monsieur, Oui? on va coller cette dans quel dossier? Alors, il faut le coller dans le dossier dans lequel on a travaillé toute l'après-midi, c'est-à-dire le dossier Diurne qui est dans VDOS. D'accord, merci. Voilà. Après, on va appeler le programme Surfer, on va l'exécuter. D'accord? Voilà, il va apparaître comme ça. C'est bon? Tout le monde a lancé Surfer? Oui, monsieur. Parfait. Alors, donc le programme Surfer, ça c'est un logiciel qui permet de représenter des données numériques qui correspondent à une distribution de valeurs d'une variable quelconque sur une certaine superficie. Par exemple, supposons que vous faites une campagne de mesure piézométrique. D'accord? Peut-être que vous avez déjà fait une campagne de mesure piézométrique qui concerne donc à mesurer le niveau piézométrique dans des puits sur une certaine zone, sur une certaine superficie. Lorsque vous faites ces mesures-là, vous allez noter les coordonnées du puits, x, y, et la valeur z de la profondeur de l'eau, du niveau d'eau. Donc, pour chaque puits, vous allez avoir x, y et la valeur de l'eau.
D'accord? Donc, ces valeurs-là, sur le terrain, ces valeurs-là, vous allez les noter sur un bout de papier. Vous allez constituer un tableau dans lequel vous aurez X, Y et Z, qui est la valeur du niveau piézométrique. D'accord? Ce fichier-là, vous pouvez le saisir sur un tableau Excel, par exemple, quand vous rentrez à la maison, ou bien dans un tableau, dans un fichier de texte comme bloc-notes, et vous allez constituer un fichier X, Y, Z. D'accord? Et après, à l'aide du programme Surfer, vous pouvez tracer ce fichier sous forme d'une carte de couleur, d'une carte de contour ou bien en couleur. Donc, lorsque vous demandez à créer un nouveau fichier avec Surfer, fichier nouveau, vous pouvez choisir soit un dessin, plot, c'est la fenêtre qui est déjà ouverte devant nous, c'est la page blanche qui est déjà ouverte, ou bien en bas, vous avez Worksheet. Worksheet, c'est comme Excel, c'est un tableau comme ça. Donc, lorsque vous arrivez du terrain avec vos données sur une feuille de papier, vous pouvez aussi les saisir dans Surfer directement. Oui. Monsieur, quand j'ouvre Surfer, il me apparaît « Please enter your serial number ». Alors ça, c'est les données que vous avez dans le dossier d'installation de Surfer, dans le dossier que je vous avais envoyé. Vous ouvrez ce dossier-là, ce fichier-là, serial number. C'est un fichier qui est à côté de surfer.exe. Vous l'ouvrez et vous avez le numéro de série ici. Vous avez 3 cases, vous avez WS. Vous avez dans la deuxième case, vous mettez 131 000. Et dans la troisième case, vous mettez P9C2. Oui. Qu'est-ce que je vais faire dans la première case? WS. Oui, monsieur, dans la deuxième case. 131 000. 131000. Et dans la troisième case, c'est P minuscule 9, C minuscule 2. P9C2. P9, quoi? C2. C comme carré. C. C2. C2. P9, C2. Voilà. Donc, normalement, ça doit marcher. Monsieur, ça ne marche pas. C'est pas possible. On recommence. Je pense que je fais une erreur. Il y a une erreur quelque part. Donc, WS minuscule, je crois. Il faut que ça soit, minuscule, ici, je l'ai fait en majuscule. J'ai WS minuscule ici. Après, j'ai 131 000. Après, j'ai P9C2 minuscule. P minuscule, C minuscule. Ok, monsieur. Ça marche? Ça marche? Je vais voir, monsieur. Ça ne marche pas, monsieur. Je vais refaire. Normalement, c'est ces valeurs-là. C'est avec ces valeurs-là que tout le monde a travaillé. Monsieur, pardon? Après qu'il saisit ces valeurs-là, il va avoir une fenêtre pour qui dise de s'inscrire. Donc, non, vous faites skip. Skip Oui, cette fenêtre. il faut faire skip. Voilà, vous faites skip et ça marche. Alors, mademoiselle, ça marche ou ça marche pas? Normalement, ça doit marcher parce que ça marchait pour tout le monde. C'est WS minuscule. Après, dans la deuxième case, 131000. Et dans la troisième case, P9C2. P, c'est la lettre P. Minuscule. C'est pas T, c'est P. P9, P9, C2.
En fait, le fichier, il est ouvert dans mon écran. Si tu regardes mon écran, c'est ouvert. Oui, monsieur, je regarde l'écran. Monsieur, pardon. Oui. Monsieur, j'ai le même problème de ma collègue. On essaie Ça marche pas? en minuscule, il ne veut pas s'écrire en majuscule. Oui, Vas-y, non, moi, peut-être que ça doit être en majuscule. Moi, je suppose, mais je ne sais pas. Simplement, vous tapez WS. Ça doit s'écrire comme normalement, ça doit s'écrire. Peut-être c'est en majuscule, peut-être. Mais normalement, WS, ça doit marcher. D'ailleurs, si vous remarquez, là, je viens de faire propriété dans mon... C'est en majuscule, pardon, c'est écrit. Si vous regardez ce que je viens de faire, je viens de rechercher ce que j'avais signé moi-même. Et vous pouvez voir ici, c'est WS 131 000 P9C2. Donc, c'est avec ça que ça marche pour moi. Ça doit marcher pour vous parce que c'est le même programme. C'est WS 131 000 P9C2. Oui? Monsieur, Oui. il me apparaît register now ou register later ou Skype. Skip. Ok, c'est pas skip. Hein. Ok. Je fais skip, monsieur. Skip, oui, c'est ça. On ne va pas s'enregistrer parce que pour s'enregistrer, il faut avoir la licence, etc. Donc on va... Monsieur, je fais skip. Je fais terminer. Terminé. Hein. Merci, monsieur. Ça apparaît. C'est bon? Donc ça marche pour tout le monde? Oui. J'espère. D'accord. Alors, j'ai dit que si vous faites des mesures sur le terrain de la piézométrie, par exemple, vous allez noter sur le terrain, dans votre carnet de terrain, vous allez noter des valeurs X, Y, la position du puits, et Z, la valeur de la piézométrie, la profondeur de l'eau. D'accord? Donc, vous allez voir ça sur un bout de papier. En rentrant à la maison, vous pouvez décider soit de saisir ces valeurs-là dans un tableau Excel, X, Y, Z, ou bien directement dans Surfer, parce que Surfer, il vous donne cette possibilité d'utiliser des tableaux, de travailler sur des tableaux. Donc, on peut remplir nos valeurs dans un tableau comme ça, et après, on va pouvoir tracer ces données sous forme de carte. Alors, par exemple, je peux ouvrir le fichier qu'on vient de copier dans notre dossier, le fichier DemoGrid. Je vais l'ouvrir. Donc, je fais Open. Oui. Comment vous avez créé le tableau? Attendez, je ferme ça. Lorsque vous appelez Surfer, d'accord, lorsque vous demandez à créer un nouveau fichier, d'accord, vous avez la possibilité entre plot, c'est-à-dire un document dessin, c'est celui qu'on a ici, c'est le même qu'on a là, ou bien de choisir aussi de créer un fichier tableau, worksheet. Si on fait worksheet, il nous donne ce tableau comme Excel, comme ça. Ça nous permet de saisir, comme je vous disais, de saisir les valeurs qu'on a enregistrées, qu'on a inscrites sur le terrain, sur un papier par exemple, sur notre carnet de terrain. On peut les rentrer dans un tableau comme ça. Alors, un exemple de ce type de tableau, c'est le fichier qu'on vient de copier dans notre dossier, le fichier DemoGrid qu'on vient de copier dans notre dossier, le dossier de travail qui se trouve dans VDOS Diurne. Je vais l'ouvrir, donc VDOS, je cherche VDOS, Diurne, et j'ouvre DemoGrid. Voici ce fichier DemoGrid. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Alors, Est, Nord-Sud, ça c'est tout simplement XY, selon en direction Est-Ouest, direction Nord-Sud, et élévation. Donc, dans ce fichier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 colonnes de chiffres. Les 2 premières, c'est la localisation XY, et la troisième valeur, c'est Z. C'est-à-dire que dans ce fichier-là, il y a un certain nombre de points qui correspondent à peu près à la même chose que la piézométrie. J'ai par exemple des puits au niveau duquel j'ai pris des mesures, XY, et aussi j'ai la valeur Z, la profondeur de l'eau par exemple. D'accord?
Donc, c'est le type de fichier qu'on peut avoir, par exemple, lorsqu'on fait une mission de terrain et qu'on rentre de terrain, on peut saisir ça dans un tableau comme ça. Après, on va l'enregistrer. Quand on fait save, le programme va enregistrer ce fichier-là. Si je fais save as pour voir le format de fichier qu'on peut avoir, il nous propose un fichier .date. Vous vous rappelez date? Nous, quand on a utilisé Diurne, on a voulu créer nos fichiers de sortie, on les a appelés date. On aurait pu les appeler XYZ. Mais moi, j'ai fait exprès de les appeler date parce que je sais que Surfer, le format d'entrée de Surfer, c'est date. C'est pourquoi nos fichiers, on les a appelés date. D'accord? Voilà, donc on va fermer ce fichier DemoGrid et on veut voir ce qu'on peut créer comme carte à partir de ce fichier-là. Alors, le programme Surfer, comme je vous disais, il permet de tracer des cartes à partir de valeurs, à partir d'un tableau de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer comme carte? On peut créer une carte de points, c'est-à-dire une carte où on voit la répartition des puits, par exemple pour la piezométrie, la répartition des puits dans l'espace les uns par rapport aux autres, comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Et après, on peut tracer la carte de contour de la piezométrie, les courbes de niveau de la piezométrie, si vous voulez, la carte de contour. Et on peut ajouter de la couleur. Alors, dans ce programme-là, on va pouvoir tracer ces deux cartes-là. Je vais vous montrer le minimum ce dont on aura besoin dans ce logiciel. On ne va pas aller dans tous les détails. Je vais aller vers le minimum. Donc, le minimum, c'est ça. Le minimum, c'est qu'on va utiliser deux fonctions, la fonction grid et la fonction map. La fonction grid, je vais y revenir. La fonction map, c'est pour tracer les cartes. On peut tracer un certain nombre de cartes, d'accord? Mais les cartes qui nous intéressent, les contours et les points, ils sont déjà dans le menu ici. Donc, on ne va même pas aller dans Map. On va aller directement soit dans New Post Map pour les points, soit dans New Contour Map pour la carte de contour en couleur. On commence par la carte des points. New Post Map. Pardon, monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter l'étape d'après parce que j'ai le tableau vide? Non, j'avais juste fermé le tableau que j'avais ouvert. Le tableau DemoGrid, je l'ai ouvert pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans et je l'ai fermé. Maintenant, je suis passé dans la fenêtre de dessin. Je vais vous montrer comment on va tracer les cartes à partir de ce tableau-là. Ok, monsieur. Voilà. Donc, j'ai dit pour tracer les cartes, nous, on va se servir de ces deux boutons. Il y a le bouton New Post Map avec les points et le bouton New Contour Map où il y a l'image des contours avec la couleur. Commençons par les points. Donc, lorsque je clique sur New Post Map, le programme me permet de lire tous les fichiers qui ont l'extension date. D'accord? Remarquez, dans le programme Diurne, il y a plein d'autres fichiers et aussi de programmes. Mais le programme ne m'affiche ici que ce que je peux utiliser dans cette fonction de tracer des points. Et ce que je peux utiliser, ce sont les fichiers .date, c'est-à-dire les fichiers où il y a 3 colonnes de chiffres, comme celui qu'on vient d'ouvrir, qui était ce qui s'appelait DemoGrid. Donc, je vais ouvrir DemoGrid, Open. Voilà. Alors, DemoGrid, voici la carte des points qui correspond à ce fichier DemoGrid, c'est-à-dire comment se répartissent, s'il s'agissait par exemple de données piezométriques, comment se répartissent les forages dans lesquels on a fait les mesures. Ils se répartissent comme ça parce qu'on a relevé pour chaque forage les coordonnées XY. Donc, quand on veut les dessiner, chacun se met à sa place. Alors, sur une carte comme celle-là, lorsque je clique dessus, j'ai déjà, avant de cliquer sur la carte, j'ai à gauche ici une colonne dans laquelle se mettent en place des couches qui correspondent à cette carte. J'ai par exemple cette couche-là qui représente la carte elle-même, celle-là qui correspond à l'axe des Y en bas, des X en bas, top axis c'est l'axe en haut, après j'ai left,
et j'ai right. Donc, j'ai les 4 axes de la carte. Je peux lorsque je clique sur l'une de ces couches-là, c'est pour aller modifier quelque chose qui correspond à ce qu'il y a, à l'élément concerné. Par exemple, si je veux modifier, par exemple, les points, je vais cliquer sur la carte, sur l'icône avec les points ici. Donc ça me permet d'activer la modification de la carte des points. Qu'est-ce que je peux modifier au niveau des points? Je peux modifier, par exemple, les symboles. Si je clique ici, remarquez ici, j'ai des signes plus ici. Et le symbole, ça veut dire que chaque sondage est représenté par un signe plus. Et ce signe plus, c'est le signe que je vois là, qui est utilisé en ce moment. Je peux mettre un autre signe. Donc, je clique sur Marker Properties et je choisis un autre symbole dans la liste des symboles ici. J'ai d'autres symboles. Par exemple, je prends des cercles comme ça. Voilà, je peux mettre des points comme ça au lieu des plus. Après, je peux modifier la couleur du symbole et je peux modifier la couleur du remplissage du symbole et la couleur du contour du symbole, c'est-à-dire les limites du symbole. Et aussi en bas, je peux changer la taille du symbole, symbol size. En augmentant avec la flèche ici, je trace des symboles de taille plus grande. D'accord? Je peux augmenter ou diminuer la taille des symboles qui représentent les puits, par exemple. Qu'est-ce que faire comme modification encore? Remarquez ici, il y a une série d'onglets. Il y a l'onglet général, il y a l'onglet label. Donc, les modifications que je viens de faire concernant le symbole, c'était dans le premier onglet qui était actif par défaut, qui est général. Si je vais dans l'onglet label, je vais pouvoir changer ou bien ajouter les labels à chaque symbole. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par label? Ça veut dire qu'à côté de chaque symbole, je peux afficher, par exemple, la profondeur de l'eau qui a été mesurée dans le puits. Alors, si par exemple, pour moi, la profondeur de l'eau, c'est la colonne élévation, il suffit que je choisis ici, dans Worksheet colonne, je choisis la colonne élévation, et là, je vois qu'à côté de chaque puits, j'affiche. Alors, le zoom, on le fait avec le bouton droit de la souris, la roulette de la souris, hein, pour faire le zoom. Vous bougez la roulette et vous allez agrandir et réduire. Vous voyez donc que à côté de chaque point, on vient d'afficher la valeur de l'élévation. Ou bien pour la pisométrie, la valeur le niveau de l'eau qui a été mesuré. Donc ça, c'est la première carte qu'on peut établir, c'est la carte des points. On voit comment se répartissent nos points sur le terrain et on peut afficher la valeur de l'élévation ou bien pour nous, la valeur du champ magnétique, si on veut, à côté de chaque point où on a mesuré le champ magnétique. D'accord? Alors, cette carte, je vais la mettre de côté et je vais dessiner une autre carte. Alors, pourquoi je la mets de côté? Parce que le programme, à chaque fois que je demande de tracer une nouvelle carte, il la place au milieu de la feuille ici, de la page qui apparaît sous forme d'une feuille. Donc, il la met au milieu. Donc, si je la laisse, il va la mettre par-dessus. J'ai juste dégagé la place pour qu'il crée la nouvelle carte. Alors, la nouvelle carte qu'on va créer, c'est la carte de contour. C'est l'icône en couleur ici. Donc, je clique sur l'icône New Contour Map. Le programme me demande un fichier grid, Open Grid. D'accord? Alors là, je n'ai pas de fichier total.grd. J'ai un fichier qui s'appelle redpole.grd. Moi, pardon, ici, on est en train de travailler avec le fichier DemoGrid. Je n'ai pas de fichier DemoGrid.grd. Donc, pour pouvoir tracer une carte de contour, je vais devoir créer le fichier GRD qui correspond à DemoGrid. Je vais devoir grider mes données, demogrid.dat. Je vais devoir grider. Pour cela, je vais utiliser la fonction
grid data. D'accord? Alors, cette fonction grid data, il permet de faire quoi? Alors, comme son nom l'indique, grid, ça va créer une grille. D'accord? Ça va créer une grille. Oui, Vous pouvez répéter la dernière chose, la dernière étape. la dernière étape, c'est que je veux créer une carte de contour, new contour map. D'accord? Oui. Et cette carte de contour, pour la créer, il faut que je fasse une étape avant. Parce que j'ai besoin d'un fichier .grd, pas .date. J'ai besoin d'un fichier demogrid.grd. Moi, j'ai demogrid.date. Donc, je dois créer le fichier demogrid.grd. Alors, le fichier demogrid.grd, je le crée à l'aide du menu grid data. D'accord? C'est là où je vais rentrer le fichier demogrid.date et créer le fichier demogrid.grd. Alors, ça signifie quoi .grd? Alors, je vais revenir ici pour vous expliquer .grd ce que c'est. La fonction grid data, ça signifie quoi? Alors, je vais enlever tout ça pour faciliter un peu la tâche. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une grille régulière, comme ça, autour des données qu'on a mesurées sur le terrain. Les petits points noirs qu'on voit sur le carré en haut à gauche, ce sont par exemple nos forages, d'accord? Au niveau duquel on connaît la valeur de Z. Le programme ne peut pas tracer une carte de contour à partir des valeurs qui sont connues au niveau de ces points-là, qui sont réparties de façon aléatoire. Si on veut créer une carte de contour pour ces données-là, on est obligé d'avoir des points répartis selon la maille qu'on a dans le fichier en haut à gauche, dans la carte qui est en haut à droite, c'est-à-dire au niveau de cette carte-là. On doit avoir des valeurs qui sont connues au niveau des nœuds de cette maille comme ça, d'une maille qui est comme ça, c'est-à-dire un maillage régulier. Autrement dit, la zone où nous avons effectué les données, on va la découper en petites cellules avec des lignes nord-sud et est-ouest. On va la découper en petits carrés. Et au nœud au niveau de l'intersection, au niveau de ces différentes lignes qui vont découper cette zone, on va devoir calculer la valeur de l'élévation ou bien la valeur Z qu'on veut représenter. Donc, au lieu d'avoir des valeurs Z réparties de façon aléatoire, les valeurs Z vont être réparties de façon régulière, selon une maille régulière, au nœud d'une maille régulière, pour laquelle on connaît la distance horizontale et on connaît le nombre de points, on connaît la distance selon Y et on connaît le nombre de points selon Y. La distance selon Y, la taille de la cellule selon Y, c'est la distance totale divisée par le nombre de cellules. Même chose pour X. Alors, est-ce que c'est clair? On va partir d'une répartition aléatoire des points et on veut calculer une répartition régulière selon un maillage qui est selon la carte qu'on a en haut à droite. D'accord? C'est ça l'objectif de la fonction grid data. Et on va créer une grille régulière. Alors cette grille, en fait, elle est calculée comment? On va, par exemple, on va calculer la valeur de Z au niveau de points au niveau duquel elle n'était pas connue avant. La valeur de Z, par exemple, pour ce nœud-là, par exemple, ou bien pour celui-là, par exemple, pour le nœud que nous avons ici, celui-là. Alors, pour ce nœud-là, j'attends que ça s'affiche chez vous. Pour ce nœud-là, par exemple, la valeur que j'ai, ici, je ne connais pas de valeur. Je n'ai pas de valeur de Z. Mais j'ai des points autour de la valeur de ce nœud. J'ai des points qui sont connus autour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la valeur que je vais calculer au niveau de là où j'ai maintenant le curseur, où j'ai la souris, elle va être déterminée à partir des valeurs qui se trouvent autour. Je fais une sorte de moyenne des valeurs qui se trouvent autour. Et je vais pouvoir déterminer la valeur que je peux affecter au niveau du point.
En fait, dans la pratique, ce qu'on va essayer de faire, on va considérer un cercle d'interpolation, ce qu'on appelle un cercle d'interpolation. C'est-à-dire, on va considérer tous les points qui se trouvent dans un rayon autour du nœud considéré. Et on va les inclure dans le calcul de la moyenne. Et après, on va déplacer le cercle vers un autre point pour considérer un autre rayon qui va inclure d'autres points et exclure les premiers points. En fait, le calcul va se faire en déplaçant le cercle qu'on a là. On va le déplacer depuis le premier nœud ici de la grille. Il va se déplacer à travers les différents nœuds comme ça jusqu'au dernier nœud. Donc le cercle qu'on a là, il va se déplacer et à chaque fois ce cercle, il va inclure un certain nombre de points et on calculera la moyenne des points à l'intérieur du cercle qu'on va affixer au centre du cercle. Par exemple, pour cette position-là, la moyenne, ça va être la moyenne de ces 3 points. Pour cette position-là, la moyenne, ça va inclure tous les points qui sont à l'intérieur du cercle. Pour cette position-là, il n'y aura que 2 points, etc. Donc, on va calculer la moyenne de tous les points à l'intérieur du cercle et affecter cette moyenne au centre du cercle. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer un maillage régulier de valeurs connues au niveau de nœuds avec une maille carrée très régulière. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne peux pas créer de carte de contour si je ne fais pas cette opération. Si je ne connais pas les valeurs de Z selon une maille régulière. C'est pourquoi on fait grid data et l'opération s'appelle gridding ou bien interpolation. C'est une opération qui est obligatoire si on veut calculer ou bien tracer des cartes de contour, des isocontours. Et donc, l'interpolation, ça se fait comme ça, en considérant un rayon d'interpolation. Et à chaque fois, pour un nœud donné, je calcule la moyenne des points qui se trouvent autour de ce point selon un rayon. Et c'est vrai pour tous les points. D'accord? Donc, lorsque je vais faire grid data, le programme va me demander le fichier de départ qui est le fichier .date, démogrid, et je vais créer un fichier de sortie qui s'appelle démogrid. Cette fois-ci, GRD. Moi, le fichier que j'ai rentré, ça s'appelle démogrid.dat. Ça, c'est mon fichier d'entrée. Et mon fichier d'entrée, ça s'appelle démogrid.dat. Et mon fichier de sortie, il s'appelle démogrid.grd. Alors, GRD comme grid. Donc, c'est une grille régulière. Alors, quand j'essaie d'exécuter cette fonction, je dois faire attention à 2 choses importantes. La première, en fait, 3 choses importantes. La première, c'est les colonnes. Lorsque j'ai un fichier dans lequel il y a 3 colonnes de chiffres, X, Y, Z, le problème ne se pose pas parce que, automatiquement, Surfer prend la première colonne comme étant X, la deuxième colonne comme étant Y, la troisième colonne comme étant Z. Donc, pour le fichier démogrid.date, le problème ne se pose pas, il n'y a que 3 colonnes. Mais par contre, pour notre fichier de magnétisme, où il y a 5 colonnes, là, on doit faire attention. On doit préciser c'est quoi X, c'est quoi Y, et c'est quoi Z qu'on veut représenter, sous forme de carte. On doit s'assurer des colonnes, choisir la bonne colonne, les bonnes colonnes. Après, il y a la méthode d'interpolation. Alors, par défaut, c'est Kriging, mais parfois, on peut se retrouver avec une autre technique qui est sélectionnée ici. On remet sur Kriging. C'est une bonne méthode d'interpolation. Après, ici, vous avez la grille, la géométrie, si vous voulez, de la grille. La grille qu'on va créer, c'est quoi la taille de la cellule et c'est quoi le nombre de cellules. Donc, la géométrie de la zone d'étude et de la grille qu'on va créer. Ici, les valeurs qu'on voit là, 09, 07, ce sont des valeurs qui ont été affichées par le programme. C'est lui qui les a déterminées quand il a lu le fichier démogrid.date, le fichier qui provient du terrain, que nous avons saisi dans l'ordinateur, par exemple.
Donc, dans ce fichier-là, il a lu la première colonne et il a vérifié que le minimum c'est 0 et le maximum c'est 9. On peut le vérifier sur la carte, ça va de 0 jusqu'à 9. Après, il a lu la colonne Y, il a constaté que la valeur, la minimale c'est 0 et la maximale c'est 7. C'est ce qu'on voit ici, ça va de 0 jusqu'à 7 pour l'axe des Y. Ensuite, lui, par défaut, il nous propose de créer une cellule qui a 0,09. La taille de la cellule, c'est 0,09. Je m'explique. Donc, la taille de la cellule, ça signifie quoi? Ça signifie que on va découper notre zone d'étude selon un maillage comme ça. Et 0,09, c'est cette distance. C'est la taille du petit carré qu'on a là. Donc, 0,09, c'est ça. C'est la taille de chaque petit carré. 0,09. Et donc, on va voir 0,09 fois le nombre de cellules égale la distance totale, est égal à 9. C'est pourquoi ici, il dit 0,09. Et comme c'est de 0 jusqu'à 9, il va créer 100. Si on divise 9 par 0,09, normalement, ça va donner... si on multiplie 9 par 0,09, ça doit donner 100. Après, nous avons... ça, c'est la taille de la cellule. Ça, c'est le nombre de cellules. J'ai 0,09 fois 100 est égal à la longueur totale de la grille. Dans la direction Y, j'ai la même chose. On va créer 78 cellules dont la taille est 0,09. Donc, on aura 100 cellules dans cette direction et 78 cellules dans cette direction-là. Lorsqu'on va cliquer sur OK, le programme va créer le fichier demogrid.grt et ce fichier-là, il comporte 100 cellules en X et 78 cellules en Y. Alors, je voudrais simplement que vous, si vous avez cette case-là qui est décochée, lorsque vous êtes en train de grider, simplement vous l'enlevez, vous la décochez. Parce que ça crée un fichier qui n'est pas important, ça va juste, simplement vous la décochez, comme ça on ne va pas créer ce fichier-là. Donc, si je fais OK, tout simplement, on va créer ce fichier-là, demogrid.grt, selon cette géométrie qu'on a en bas. Donc, je fais OK. Voilà, le fichier demogrid a été créé. .grt, c'est ce qui est écrit ici. Demogrid grt has been created. Alors maintenant, je vais appeler ou bien exécuter la commande new contour map, la petite icône en couleur. Et cette fois-ci, je vais pouvoir créer la carte de contour de demogrid parce que le demogrid, maintenant, je l'ai. Je viens de le créer. Donc, je clique sur demogrid, open. Et remarquez que je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu créer ce fichier-là, cette carte-là, si je n'avais pas exécuté la commande grid data. Donc, à chaque fois qu'on veut créer une carte de contour, on doit d'abord exécuter grid. C'est-à-dire, on doit d'abord interpoler nos données au nom d'une grille régulière si on veut pouvoir tracer les cartes de contour. Alors, pour cette carte de contour, nous avons aussi la possibilité, quand je clique dessus, il y a ici une couche qui apparaît, qui correspond à cette carte. Et en bas, j'ai la possibilité de changer les paramètres de la carte. Alors, qu'est-ce que je peux changer au niveau de la carte? Le plus important à savoir, c'est dans l'onglet Level. Les changements les plus importants se font dans l'onglet Levels. Donc, le deuxième onglet, ce n'est pas le premier. Donc, si je vais dans Levels, ici, je vais changer quoi? Je vais changer d'abord, si je coche ça, ça remplit entre les contours par du gris, d'accord? Donc, j'ai un remplissage qui s'établit entre les contours selon la palette qui est déjà sélectionnée ici, niveau de gris. Alors, il y a du retard pour vous, voilà. Donc, si j'ai dit, je coche ça, je coche la case Fill contour, ça remplit entre les contours par du niveau de gris. Et si je coche la case qui est juste en bas de la palette de couleur grayscale, color scale, si je coche la deuxième case ici, je vais afficher la barre des couleurs, la barre que j'ai ici.
La palette. Donc, la barre des couleurs, c'est la barre qui me dit que le noir, c'est 20 et que le blanc, c'est 105. D'accord? La barre, voilà, la barre qui s'affiche maintenant. Cette barre-là, il est créé, il s'affiche lorsque vous cochez la case Color Scale, qui est juste en bas de la palette de couleurs. Alors maintenant, si je veux mettre de vraies couleurs, pas simplement du gris, des couleurs, je clique sur la barre. Je clique sur cette barre et j'ai d'autres palettes de couleurs qui apparaissent et je peux affecter l'une de ces palettes. Par exemple, Rainbow 2, voilà, ça me donne une carte de contour, une carte en couleur comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, le programme Surfer, ça nous permet d'abord de tracer l'emplacement des points où on a fait les mesures sur le terrain. Ensuite, de représenter nos données sous forme d'une carte de contour et en couleur. C'est clair pour tout le monde? Oui, Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, pour moi, la carte reste incolore. Ça va venir, c'est juste le retard de la connexion. Ça va venir. D'accord, monsieur, merci. C'est arrivé? Pas encore? Pas encore, monsieur. Monsieur, je dois sélectionner ou quoi? Ah oui, La carte. il faut, non, si tu es en train de voir ma présentation, c'est une question de retard. Mais si tu es en train de travailler sur ton PC, il faut que tu mettes la couleur. Si tu veux mettre la couleur, il faut cocher fil contour. Fil contour. Tu vois la case ici, il faut la cocher. Ah oui, d'accord, monsieur. Ça Moi, marche. je croyais que tu ne voyais pas la mienne colorée. Et après, pour changer la couleur, tu cliques sur la palette qui était au départ grise, tu cliques et tu changes, tu prends une autre. Alors, on avait mis Rainbow 2 et ça a donné ça. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors maintenant, on va supprimer tout ça, ou bien on peut fermer, enregistrer si vous voulez le garder pour vous. Vous pouvez fermer par exemple et enregistrer comme ça, comme quoi c'est une démonstration que vous avez fait. Vous pouvez y retourner pour vous entraîner des mots. Monsieur? Oui? Monsieur, s'il vous plaît, pour moi, votre écran reste toujours bloqué. Donc, je ne vais pas voir comment vous avez fait la deuxième carte. La carte en couleur? Non, la carte en couleur, je l'ai fait. La deuxième. La carte des points? Oui. Attendez, je vais l'effacer, voilà, je vais la refaire. Donc, je clique sur l'icône où il y a les points ici. New Postmat. Le petit icône blanc avec les petits points à l'intérieur. D'accord? Tu le vois? Oui. Après, ici, les seuls fichiers que tu peux utiliser, ce sont les fichiers date. Remarquons, dans le fichier Dior, nous avons d'autres fichiers GRD, par exemple, mais on ne les voit pas maintenant. Parce qu'avec cette fonction de postmat, on peut afficher les points, les fichiers date, où il y a les données brutes, les données initiales. Ce n'est pas les données gridées. Donc, si je prends le fichier DemoGrid, je fais Open, j'ai ma carte. J'ai ma carte des points. Et après, j'ai dit dans Général, je peux changer le symbole. En cliquant sur Symbole, je peux mettre d'autres symboles. Comme je peux changer la taille, ici en bas, je peux changer la taille des symboles, les agrandir ou les réduire. Et en plus, dans l'onglet Label qui est à côté de Général, donc Label, quand j'active Label, je peux ajouter à côté de chaque sondage la valeur de Z. Et là, pour pouvoir faire ça, il faut aller choisir quelle colonne on veut afficher. Worksheet colonne. C'est-à-dire, lorsqu'on demande à afficher des labels, on doit préciser qu'est-ce qu'on veut afficher comme label à côté des points. Et là, il suffit de choisir une colonne. Ici, ce qui serait intéressant, c'est d'afficher Z à côté de chaque puits.
Voilà, quand on choisit la colonne élévation, les valeurs de Z s'affichent à côté de chaque point. Donc ça, c'est les post-maps, c'est les valeurs des élévations qu'on peut afficher à côté des puits. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Voilà, donc là, je vais fermer cette fenêtre. Vous pouvez la fermer, vous pouvez l'appeler démo, si vous voulez, pour la garder pour vous, si vous voulez vous entraîner. Et après, on va maintenant travailler sur nos propres données. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, sur les données magnétiques. Donc maintenant que vous savez faire, je crée un nouveau fichier. Voilà, je clique sur la petite feuille blanche ici. J'ai une carte, un document dessin qui apparaît. J'active les points post-map. Je peux afficher, soit, essayons d'afficher les journées séparées. Par exemple, j'affiche la journée du 18, puis la journée du 19, puis la journée du 20. Je les décale parce qu'ils les mettent tous ensemble, au même endroit. Puis la journée du 21. Donc, je peux les afficher tous ensemble. Alors, par défaut, il a gardé la taille du symbole qu'on avait utilisé juste avant. Alors, on peut sélectionner tout et on peut... non, ça ne marche pas. On peut réduire la taille du symbole. Par exemple, si je prends la première journée, la journée du 18, par exemple, dans symbole ici, je peux réduire la taille déjà parce que c'est un peu trop. Je peux mettre 0,1 ou bien voilà 0,1. Et je peux garder, je peux par exemple tout mettre en rouge. Je prends la journée du 19, je la remets à 0,1 elle aussi. Alors je vais changer de couleur ici. Au lieu du bleu, je vais mettre par exemple du bleu foncé. Je prends la journée du 20. Je vais mettre une autre couleur, par exemple le vert. Et je remets à la valeur 0,1 aussi ici. Voilà. Et la journée du 21 aussi, je mets une autre couleur. Supposons, voilà, laissons le bleu ciel. Je mets le bleu ciel partout. Et après, je réduis la taille à 0,1. Voilà. Donc ici, j'ai séparément les données des 4 journées, ce que j'avais mesuré les 4 journées. D'accord? Alors, maintenant, on va faire, j'attends que tout le monde ait établi les cartes comme ça pour continuer. C'est rapide, c'est post-map, vous appelez les 4 fichiers et vous changez pour chaque fichier la taille et la couleur des symboles. Vous avez terminé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas terminé? D'accord. Donc, je sélectionne tout. Je sélectionne toutes les cartes comme ça. Il suffit de définir un carré avec un rectangle avec votre souris qui englobe les 4 cartes. Et après, vous allez dans Map et vous faites Overlay Maps. Souvenez-vous de ça. Map, Overlay Maps. Sélectionnez tout et vous faites Overlay Maps. D'accord? Je répète, je sélectionne les 4 cartes et je fais Map, Overlay Maps. Voilà ce que ça donne. Les cartes ils sont maintenant fusionnées en une seule carte.
et je vois avec des couleurs différentes ce que j'ai fait les différentes journées. Les parties que j'ai mesurées durant les différentes journées, je les vois avec différentes couleurs. Donc ça c'est pour le tracé des points, de mesure. C'est-à-dire, on voit comment se répartissent nos lignes sur le terrain, est-ouest, d'accord? Et on voit comment les distances, etc., entre les points, les stations, etc. Ça, c'est pour le tracé des points. Si j'essaie de faire la même chose avec le fichier total, regardez, j'ai toute la carte qui est faite d'un seul coup. Et vous comprenez pourquoi? Parce que dans le fichier total, il y a toutes les données des 4 journées ensemble, qui sont regroupées ensemble. C'est bon? C'est fait? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ça? Voilà, donc je considère que c'est bon. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de tracer la carte de contour. Ça, c'est la carte finale. C'est-à-dire, on va représenter le champ magnétique sous forme d'une carte de contour. Le champ magnétique corrigé des variations d'ion. Oui. Monsieur, comment vous avez regroupé c'est qui est à gauche? Alors, au départ, donc je vais annuler. Au départ, elles étaient comme ça. J'avais posé la question, est-ce que quelqu'un n'a pas fait? Alors, au départ, elles étaient des cartes séparées comme ça. Il fallait tout sélectionner. Alors, je peux faire soit CTRL-A, soit Edit Select All. C'est la même chose. CTRL-A, ça signifie tout sélectionner. Ou bien, avec la souris, je définis un rectangle comme ça autour des 4 cartes, qui englobe les 4 cartes. Comme ça, je les sélectionne toutes. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je vais dans Map et j'exécute la commande Overlay Maps. Map, Overlay Maps. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, les cartes vont fusionner. Map, Overlay Maps. D'accord? Voilà, ça fusionne en une seule carte. Je ne peux pas déplacer l'une sans déplacer les autres. Ça devient une seule carte. Et je vous disais que si je prends le fichier total pour faire cette opération, j'ai toute la carte qui se dessine d'un seul coup. Pourquoi? Parce que dans total, il y a l'ensemble des données des 4 journées. Alors maintenant, la suite, c'est de tracer la carte de contour, les isovaleurs. La carte de contour, on la trace avec ce bouton-là. New Contour Map. D'accord? Donc je clique sur New Contour Map, petit bouton en couleur, et je vais chercher le fichier pour tracer ma carte. Alors, moi, je veux tracer la carte du fichier total. Alors, je ne trouve pas ici le fichier total pour tracer la carte. À votre avis, pourquoi? Vous avez une idée? On veut représenter nos données qui sont dans le fichier total, qui permet de tracer la carte en pointillé ici. Mais pour tracer la carte de contour, quand je fais Map, Contour Map, je ne trouve pas mon fichier total. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez ce que je disais pour pouvoir tracer une carte de contour, il y a une étape indispensable à faire avant.
qui est... Il faut créer un fichier de contour, monsieur. Oui, mais ce fichier-là, comment on le crée? Le fichier qui permet de tracer les contours. C'est le maillage, hein? C'est le maillage dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est grid et puis date. Voilà. Il faut calculer la grille régulière comme ça. C'est-à-dire il faut qu'on calcule cette grille si on veut pouvoir représenter nos données. Avec les données réparties au hasard, de façon aléatoire, le programme ne sait pas tracer les contours. Il sait le faire simplement pour une grille comme ça. C'est pourquoi on doit d'abord faire grid data. Et on cherche notre fichier total. Après, j'ai dit qu'on s'assure des colonnes. La colonne X, c'est les stations. La colonne Y, c'est le numéro de ligne. La colonne Z, ici, c'est station. Est-ce qu'il faut garder station? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la colonne Z? Qu'est-ce qu'on veut représenter? On veut créer une carte du champ magnétique. Si on gride comme ça, la colonne Z, ça va être les stations. On va créer une carte des stations. Comment varier les stations à l'échelle de notre zone d'étude. Alors que nous, on veut créer une carte du champ total, du champ magnétique. Donc, au niveau de la colonne Z, la variable qui va permettre de tracer les contours ici, la variable Z, c'est le champ... Monsieur? Comment? Comment? On va changer vers champ magnétique. C'est ça? On va mettre le champ magnétique, c'est la colonne D. D'accord, monsieur. D'accord, donc la chose à laquelle il faut faire attention, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est les colonnes. Alors, on s'assure que les deux premières colonnes, c'est la localisation, c'est X et Y, ligne et station. Mais la troisième colonne, par défaut, le programme prend la troisième colonne dans notre fichier de données, qui pour nous était station, mais ce n'est pas la station qu'on veut représenter. Nous, on veut représenter le champ magnétique qui est dans la quatrième colonne, et pas la cinquième. Parce que la cinquième, si les valeurs de la base ne sont pas intéressantes, c'est le mag corrigé qui est intéressant. Donc, on prend les données qui sont dans la colonne D. Après, on s'assure que c'est Crigine. Et après, le programme va nous créer total.grd. Le programme, il a déjà déterminé les limites de notre zone d'étude. Il nous dit que dans la direction X, ça va de moins 1000 à plus 700. C'est ce qu'on voit ici, de moins 1000 jusqu'à plus 700. Et dans la direction Y, ça va de moins 700 à plus 800. Donc, moins 700 ici et plus 800 ici. Et il nous propose de créer une grille, ou bien une maille, telle que la taille de la cellule est 17 en X et en Y, et le nombre de cellules, c'est 100 en X et 88 en Y. D'accord? Donc ça, c'est la géométrie de la grille qu'on va créer. Alors, on ne va pas toucher à ça, on peut garder ça par défaut, comme ça, donc, pour nous, c'est un premier exercice sur Surfer. On peut garder tout ça par défaut. On va faire OK. Donc, je vous rappelle, lorsque je vais faire OK, ce qui va se passer, c'est que le fichier de départ total.date va être interpolé en fichier total.grd, et c'est le fichier total.grd qui va nous permettre de tracer la carte du champ magnétique. Voilà, donc le calcul se fait, l'interpolation. Une fois que c'est fait, on obtient ce message, total has been created. Je fais OK. Et après, je vais exécuter la fonction map, new contour map. Regardez, quand on clique sur cette fois-ci sur le petit bouton en couleur, je peux choisir le fichier total.grd. Tout à l'heure, ça n'était pas là. Donc, je ne pouvais pas créer de carte de contour. Alors que maintenant que j'ai fait grid data, j'ai cette possibilité. Donc, je vais ouvrir mon fichier total.grd. Et voilà ma carte
du champ total de ma zone d'étude. Ma carte du champ total. Alors, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour Demogrid, on va cliquer sur la carte pour la modifier. La modifier dans quel sens? La modifier dans le sens d'ajouter la couleur. Donc, je clique d'abord sur Fil contour pour ajouter le gris. Je clique sur Color Scale pour afficher la barre des couleurs. Et je change la palette pour afficher les couleurs, pour mettre des couleurs. Ensuite, il y a quelque chose qui est important qu'on doit aussi changer ici. Quand je regarde ce que j'ai dans... remarque ici, je suis sur Level, c'est important. Pour pouvoir faire ces modifications, il ne faut pas être sur Général, mais il faut être sur Levels. Et dans Levels, en plus de la couleur, j'ai la possibilité de changer ici l'intervalle de contour. C'est très important, cette valeur contour-intervalle, c'est très important. Ça signifie quoi? Ça signifie l'équidistance, si on veut dire, si on veut parler d'équidistance. C'est la valeur qui sépare successivement les deux contours successifs. Et si je suis à 20, si je mets 10, ça va donner plus de contours. Les anomalies seraient mieux définies. Donc, je clique sur 10, entrée, et voilà que la carte ici, je vois des contours supplémentaires qui s'ajoutent à ma carte. D'accord? Donc, ça, c'est ma carte du champ total de la zone d'étude. Ma carte du champ total. Alors, bien sûr, cette carte-là, je peux aussi la fusionner avec les points. Si je définis un rectangle avec ma souris qui englobe la carte des points et la carte en couleur, la carte des points noirs et la carte en couleur, c'est-à-dire, c'est comme j'essaie de les sélectionner toutes les deux. D'accord? Je définis un petit rectangle comme ça pour les sélectionner. Et je fais Map, Overlay Maps. Je vois que les deux cartes sont fusionnées ensemble en une seule. C'est comme si j'ai une seule carte avec les points qui sont derrière. J'ai les points qui sont derrière, qui sont masqués par la carte en couleur. Alors, ici, quand je clique sur la carte avec des contours avec les points, je vois que les contours, ils sont là, et en dessous, il y a les points. Alors, si je veux voir les points par-dessus les contours, simplement, je les décale comme ça. Je clique, je prends les points, je les déplace vers le haut, et je les mets là. Je les mets, regardez la petite flèche noire, elle est juste au-dessus des contours, et là, je lâche, et voilà, les points se mettent au-dessus des contours, et sur la carte, ils apparaissent devant. Donc, j'ai les points de mesure qui apparaissent devant. Alors, je peux les réduire parce qu'ils sont trop grosses. Voilà, donc je vois les endroits où nous avons pris les mesures par rapport au contour magnétique. D'accord? Alors, sinon, donc je peux tout simplement les masquer, momentanément les masquer, en décochant la case qui est en face de la couche des points. Si je décoche ici, les points ils sont masqués. Je peux les réafficher à tout moment. D'accord? Donc, je décoche les points, ils sont juste masqués. Ils sont là, mais ils sont juste masqués. Alors maintenant, si je regarde, je dis, vous pouvez zoomer avec le bouton droit de la souris. Hein. Ça vous permet de zoomer sur votre carte. Alors maintenant, essayons de regarder un peu ce que nous avons comme valeur, comme forme des anomalies au niveau de cette carte. Lorsque vous regardez la forme des contours, ça vous donne... Qu'est-ce qu'on peut dire d'après la forme des anomalies? Nous avons une certaine direction d'allongement des anomalies, non, n'est-ce pas? Les contours, les contours dans
dans l'ensemble, présente un étirement, une direction d'étirement. Vous la voyez? La forme générale des contours tels qu'ils sont dessinés, ce ne sont pas des contours circulaires. Ils sont tous, ils définissent des anomalies qui sont plus ou moins allongées. Vous voyez la direction d'allongement? Si on voit la zone qui est en bleu et en vert, par exemple. Vous voyez que c'est une direction à peu près nord-nord-est. Nord-est à nord-nord-est. Sud-sud-ouest. D'accord? C'est une direction d'allongement des contours comme ça. Les contours sont allongés selon une certaine direction. Alors, pour comprendre ça, on va essayer de dessiner un trait. Regardez, on va essayer de voir un peu comment varie le champ magnétique terrestre le long de cette ligne. Si je prends cette ligne, d'accord? Essayons de regarder cette ligne, la ligne que je viens de tracer là, qui est en noir comme ça. Si j'essaie de voir un peu comment varie le champ magnétique le long de cette ligne. Supposons que ce point-là, c'est le point A, et ce point-là, c'est le point B. Donc, depuis le point A jusqu'au point B, c'est on essaie de voir la variation du champ magnétique. Comment varie le champ magnétique. D'accord? Lorsque je suis au point A, la couleur ici m'indique que je suis quelque part ici, entre 40 460 et 40 500. Hein? J'avance vers le nord-ouest, puis je passe vers des couleurs plus foncées. D'accord? Vous me suivez? Vraiment. S'il vous plaît, vous me suivez? Oui, monsieur. On essaie de comprendre un peu les valeurs sur la carte. Comment varient les valeurs sur la carte. Quand je pars du point A au sud-est vers le point B au nord-ouest, oui. Du point A au point B, le champ magnétique devient plus important. Quand je suis au point A, je suis à peu près dans le jaune, d'accord? J'avance progressivement. Quand j'arrive ici, j'ai une valeur qui est plus ou moins plus foncée, donc dans le rouge. Et tout de suite après, je descends dans le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu foncé. Donc je descends vers le bas de la palette. Et après, je remonte tout doucement vers le rouge. Je remonte tout doucement jusqu'au rouge. Alors, si j'essaie de tracer le profil AB, essayons de tracer le profil AB. Alors, si j'essaie de tracer ce profil, depuis le point A vers le point B, la variation, il est un peu comme ça. Je suis au point A, je suis ici, d'accord? J'avance vers le nord-ouest, ça augmente, ça augmente, ça augmente. À un certain temps, j'atteins un maximum. Ça, c'est le rouge. Et après, je descends rapidement vers le vert, le jaune, le vert, le bleu ciel et le bleu foncé. Et après, je remonte, je passe par le bleu ciel, le vert, le jaune, l'orange, etc. Donc, si je veux dessiner le profil AB, de A jusqu'à B, je vais tout simplement avoir le profil que vous voyez devant vous. Sachant que le A est ici et le B est là. D'accord? Depuis A vers B, je passe par un maximum à ce niveau-là, puis je descends vers un minimum avant de remonter progressivement vers une valeur qui est un peu élevée.
D'accord? Alors, si vous avez remarqué, j'ai exprès dessiné un maximum qui est plus petit que le minimum. La valeur ici jusqu'à 0, si je considère que le 0, le niveau moyen, pas le 0, le niveau moyen, c'est à peu près cette ligne-là. D'accord? Si je considère que le niveau moyen, c'est cette ligne, je peux dire, par rapport à cette ligne-là, d'accord? Par rapport à cette ligne, j'ai un maximum qui est moins développé que le minimum. Alors ça, comment je le sais? Alors quand je regarde les couleurs ici, quand je pars au niveau du point A, j'ai dit je suis à peu près dans l'orange. Disons, je suis à 40 490 à peu près, au niveau de A. Je suis à 40 490. Au niveau du maximum ici, je vais commencer à peu près dans le rouge, peut-être 40 520, ou voire un tout petit peu plus. Donc 40 490, 40 520. Là, je suis augmenté à peu près de 30. De là jusque-là, ça monte à peu près, disons, de 30 nanotesla. Entre le niveau de base et le maximum. D'accord? Par contre, le passage du maximum vers le minimum, il se fait de façon beaucoup plus grande. C'est-à-dire, depuis le maximum, quand je descends jusqu'au bleu ici, je passe, le bleu, il est à peu près, le bleu commence à partir de 40 420, mais je suis dans le bleu foncé, pratiquement 40 300. Je descends presque jusqu'à 40 300. Alors que ici, j'étais, suppose, le niveau 0 qui est dans cette couleur-là. 40 480 ou bien 40 480, disons. Depuis 40 480, alors je vais l'écrire ici, la valeur. Le niveau moyen ici, qui est à peu près à 40 480. Par rapport à 40 480, je descends jusqu'au fond de l'anomalie en bleu, j'ai dit jusqu'à peu près 40 300. Donc ça me donne combien d'écart? De 300 jusqu'à 480, ça me donne 180 d'écart ici. Le minimum ici, l'écart entre le maximum jusqu'au minimum, ici il est à peu près j'ai dit de 180. D'accord? Donc je suis dans une anomalie qui est asymétrique. Son positif est moins développé que le négatif. L'amplitude du positif, c'est 30 et l'amplitude du négatif, c'est 180. D'accord? Mais si j'essaie d'orienter cette coupe, de l'orienter, si j'essaie de l'orienter, je peux dire que A il se trouve du côté sud-est et B il se trouve du côté nord-ouest de la carte, sachant que le nord est vers le haut. D'accord? Donc, en avançant de A vers B, j'avance du sud vers le nord. D'accord? Globalement, en avançant de A vers B, mon avancement nord-sud, ça va du sud vers le nord. Donc, c'est une anomalie qui est bipolaire, dans laquelle j'ai un positif et un négatif, sachant que le positif est au sud du négatif. Comme je suis au Maroc, dans des latitudes du Maroc, donc cette anomalie-là, je peux l'interpréter comme étant due à un corps qui est situé entre le maximum et le minimum, quelque part ici, au milieu. D'accord? Donc cette anomalie-là, je peux dire qu'il est associé ou bien qu'il est dû à un corps qui se situe entre la zone rouge ici. Si vous regardez dans la carte, il y a une grande variation, une grande anomalie qui est représentée
par le positif qui est toute cette zone-là, d'accord? Et le négatif qui est toute la partie en bleu et vert ici. Tout ça, c'est le négatif. Et après, tout ça, c'est le positif. Alors, à cette grande anomalie, s'ajoutent de petites variations qui viennent perturber parfois l'anomalie. Par exemple, la variation que j'ai ici, c'est une petite perturbation qui s'ajoute à la grande anomalie que j'ai ici, la grande, le positif et le négatif. J'ai aussi d'autres perturbations comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là, celle-là, etc. Donc, j'ai des petites variations, ou bien des petites anomalies, qui se superposent à une grande anomalie qui est marquée par son positif qui est là, et son négatif qui est toute la zone ici. Donc, cette anomalie-là, elle se présente sous forme d'un positif qui est faible, de faible amplitude, et d'un négatif qui a une amplitude beaucoup plus grande, qui est représentée par toute la zone qui est en bleu et en bleu et vert. En bleu ciel, bleu et vert à peu près, dans toute cette zone-là. D'accord? Et comme on est au Maroc, cette anomalie-là, on peut l'expliquer par un corps qui se situe entre le positif et le négatif, c'est-à-dire entre les deux, dans la zone où nous avons des contours un peu serrés, ici, dans le vert et le jaune, ici. Voilà, dans cette zone-là. Donc, je viens, avec cette carte-là, je viens de mettre en évidence, principalement, un corps magnétique qui se situe entre le positif de cette anomalie et son négatif. Et ce corps est allongé selon cette série de courbes qui sont serrées ici, entre le maximum et le minimum de l'anomalie. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, vous voyez un peu l'intérêt de tout ce qu'on vient de faire depuis la mesure sur le terrain que vous n'avez pas faite, mais vous avez juste récupéré les données de ce que les gens ont déjà mesuré sur le terrain avec 2 nanomètres. On a pu faire la correction diurne des données et après représenter ça sous forme d'une carte et on essaie de comprendre cette carte, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quand on essaie de voir les variations, on tient compte de quoi? On tient compte de la latitude du lieu de mesure. C'est-à-dire que les mesures ont été effectuées à quel endroit par rapport à la Terre? Est-ce que c'est près de l'équateur? Est-ce que c'est près du pôle? Est-ce que c'est entre les deux? Alors, entre les deux, est-ce que c'est au nord de l'équateur ou bien au sud de l'équateur? Et là, la forme de l'anomalie va changer complètement selon que l'on se trouve dans un endroit ou dans un autre par rapport à tout ce que je viens de dire. Je vous rappelle qu'à l'équateur, l'anomalie va être un négatif tout seul. Au pôle, ça va être un positif tout seul, pôle nord et pôle sud. Mais entre les deux, quand on est au nord de l'équateur, c'est un positif suivi d'un négatif. Très important, le positif est au sud du négatif. C'est le cas de cette carte-là. C'est-à-dire, dans cette carte-là, si j'essaie de comprendre, je trace un profil comme ça, je vois que le maximum et le minimum, le maximum étant au sud du minimum, le sud est par ici et le nord est par ici. Donc, le positif est au sud du négatif. Donc, je conclus que cette anomalie-là est créée par un corps qui se situe entre les deux, entre le négatif et le positif, qu'il est quelque part ici. Le corps qui crée cette anomalie-là, il est quelque part ici. D'accord? Alors, le fait que l'anomalie n'est pas symétrique, normalement, si l'anomalie était symétrique, d'accord, on aurait dû avoir, si le corps était symétrique, on aurait dû avoir une anomalie qui serait à peu près comme ça. D'accord? J'aurai la même amplitude pour le maximum que pour le minimum. Alors, ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est dû au pondage du corps. Lorsque le corps... dans le cours, je vous ai parlé d'un corps sphérique. Sphérique pour dire que c'est symétrique. Ça peut être un corps vertical qui ne présente pas de déformation, c'est-à-dire comme un filon vertical. Mais si le filon est incliné,
l'anomalie ne va plus rester symétrique. On ne va plus avoir le positif égal au négatif. Mais on va avoir soit le positif qui va être plus développé que... Je vais juste matérialiser le niveau de base de cette anomalie-là. Donc, dans le cas d'un corps symétrique, on obtient une anomalie comme ça. J'ai le positif qui est égal au négatif. Dans ce cas-là, le corps, je peux considérer que le corps est plus ou moins... Si c'était un filon, ou bien un dike, je peux dire que le corps est plus ou moins comme ça. Il se situe sous le point d'inflexion, d'accord? À peu près comme ça. Et il est symétrique, d'accord? Mais si le corps n'est pas symétrique, si le corps était incliné, si le corps est incliné, l'anomalie ne va pas rester symétrique. Alors, une anomalie qui est comme ça, par exemple, telle que celle qu'on voit sur la carte, elle est due à un corps qui est incliné vers la gauche, ou bien vers le sud. C'est-à-dire qu'ici, pour cette anomalie-là, ce que je peux dire, c'est que le corps, il est bien situé entre le maximum et le minimum, mais ce corps-là, il est incliné comme ça. Je peux dire que le corps, il est incliné un peu comme ça. Il se peut qu'il soit incliné un peu comme ça, voilà. C'est pourquoi l'anomalie n'est pas symétrique, n'est pas parfaitement symétrique. Son sommet, il est quelque part ici, d'accord, sous le point d'inflexion, mais le corps, il est incliné vers le sud. C'est pourquoi j'ai cette anomalie qui n'est pas symétrique, qui n'a pas la même amplitude ici comme ici. C'est clair? Alors, là, on va arrêter ici pour aujourd'hui, d'accord? On va continuer la semaine prochaine. Ce que je veux vous demander, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait avant de terminer cette séance? Si vous avez des questions, on peut y répondre. Il nous reste un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sans problème. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc ici, voilà, le corps il est comme ça, il est asymétrique. Et son sommet, c'est sur le point d'inflexion, mais c'est en profondeur en étant incliné. Il n'est plus symétrique, donc comme le cas de cette anomalie-là, bien sûr, juste que je vous ai dessiné, juste pour vous illustrer la différence. Alors, si le corps était incliné vers le nord, on aurait le négatif qui serait plus petit que le positif. On aurait le positif plus développé et le négatif plus faible. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Monsieur. Oui. Une étudiante avec nous a un PC Mac et vous demande si vous avez une autre version de PC Mac. Non, malheureusement, non. Non. Version du logiciel Mac? Oui. Non. Non, je ne l'ai pas, non. Malheureusement, les Macintosh, c'est ça leur problème. Il y a beaucoup de logiciels qui tournent sur PC et qui n'ont pas d'équivalent sur Macintosh, donc c'est dommage. Donc, ça serait bien qu'ils se mettent avec quelqu'un qui a un PC ou il pourra s'exercer avec quelqu'un qui a un PC, mais en tout cas, vous allez avoir les vidéos pour pouvoir les revisionner à chaque fois que vous voulez revoir les détails de ce qu'on a vu. Et en général, ça ne doit pas poser de problème. Moi, je pense que le fait d'avoir fait des cours en ligne et avoir enregistré les vidéos, ça va vous revenir beaucoup mieux que si on avait travaillé en classe sans vidéo.
Peut-être, hein, je pense. Non, 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 monsieur. C'est pas mieux. C'est pas mieux? Non.